Numéro 4 concernant la vision et l'image. Et donc on va commencer par la lumière et ses propriétés. À savoir dans un premier temps la vitesse de propagation de la lumière dans le vide ou dans l'air. Donc c'est une valeur qu'il va falloir connaître. À savoir que cette vitesse-là est égale à 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est-à-dire aussi 300 000 km par seconde. Donc pour vous donner une idée, c'est à peu près 7 fois le tour de la Terre en une seconde. Et vous remarquerez que cette vitesse, on va la noter C pour célérité, puisque très souvent, pour la vitesse de la lumière, on va plutôt parler de célérité, mais enfin c'est la même chose. Autre propriété très importante, ça va être le phénomène notamment de réfraction qui est régi par la loi de Snell-Descartes, qu'il faudra connaître. Alors ce phénomène de réfraction, quand est-ce qu'on l'observe? On l'observe quand un rayon incident, donc un rayon de lumière incident, passe d'un milieu 1 vers un milieu 2. Vous remarquerez que chaque milieu, alors les milieux ça peut être l'air, l'eau, le verre, chaque milieu est caractérisé par un nombre qu'on va appeler un indice. L'air par exemple, l'indice de l'air c'est 1, l'indice de l'eau c'est à peu près 1,5. Donc chaque milieu a un indice qui lui est propre. Donc lorsque le rayon incident arrive sur ce qu'on appelle la surface de séparation entre les deux milieux, il subit deux phénomènes. Un phénomène de réflexion, c'est-à-dire entre guillemets il rebondit sur la surface et il repart, et un phénomène de réfraction, c'est-à-dire lorsque le rayon passe d'un milieu vers un autre, il est dévié. Et ce phénomène de déviation, on va l'appeler la réfraction. Et on va définir trois angles par rapport à cette droite en pointillé qu'on va appeler la normale, c'est-à-dire une droite imaginaire perpendiculaire à la surface de séparation, et on va définir trois angles par rapport à cette normale. Le premier, l'angle d'incidence, qu'on va appeler I1. Le deuxième, l'angle de réflexion, qu'on va appeler R. Et enfin le troisième, l'angle excusez-moi, de réfraction, qu'on va appeler I2. Donc ces trois angles sont définis toujours par rapport à cette droite perpendiculaire. Bien, et donc une relation va relier notamment l'angle d'incidence avec l'angle de réfraction. C'est la fameuse loi de Snell-Descartes qu'il va falloir connaître, à savoir que l'indice du milieu 1, donc N1 fois sinus I1, donc sinus de l'angle d'incidence, est égal à N2 fois sinus I2. Cette relation, on a appris à l'appliquer à travers des exercices, donc il faut être capable, par exemple, de calculer l'indice d'un milieu éventuellement, calculer N2, connaissant I1, I2 et N1. Être capable aussi de calculer l'angle d'incidence, voire l'angle de réfraction, I2. Donc on l'a fait à travers les exercices, donc ce sont des applications à savoir faire absolument. Autre phénomène important concernant la lumière, c'est tout ce qui est décomposition de la lumière et notamment la notion de spectre. Donc la lumière blanche peut être décomposée par deux systèmes, par un prisme, comme on a pu le voir en TP, ou un réseau. Donc ces deux systèmes peuvent donc décomposer la lumière, c'est-à-dire séparer finalement les couleurs qui sont présentes dans la lumière pour obtenir ce qu'on appelle le spectre de la lumière. Donc ici vous avez le schéma, quand on a un rayon lumineux, une lumière blanche par exemple, qui traverse un prisme, le prisme décompose la lumière et on observe l'arc-en-ciel finalement à la sortie. Donc toutes les couleurs présentes dans la lumière blanche ne sont pas déviées de la même façon, on parle de dispersion de la lumière. Dispersion de la lumière, à savoir que le violet ne va pas être dévié de la même façon que le vert, qui lui-même sera dévié différemment du rouge, et c'est pour ça qu'à l'arrivée, à la sortie du prisme, les couleurs sont séparées, et donc on a bien décomposé la lumière blanche. Il existe deux types de spectres d'émission. Alors, le spectre que l'on vient de voir, c'est-à-dire l'arc-en-ciel finalement, qu'on va appeler les spectres d'émission continue, ou continue d'émission. Donc c'est typiquement l'arc-en-ciel, on a vu des exemples dans le cas du TP. Donc c'est lorsque la lumière est émise par un corps dense et chaud. Et il existe aussi les spectres de raies d'émission, qu'on a pu voir aussi à travers le TP, notamment à travers les lampes à vapeur de sodium ou à vapeur de mercure. Donc c'est-à-dire lorsqu'un gaz émet de la lumière, cette lumière, lorsqu'elle est décomposée, on obtient un spectre qui est constitué par des raies lumineuses sur un fond noir. Donc là, on a vu des applications dans le cadre du TP. Et donc chaque radiation colorée, donc chaque raie lumineuse finalement, est caractérisée par sa longueur d'onde. La longueur d'onde qui va être notée lambda par sa longueur d'onde. Alors qui est notée, donc qui est représentée par la lettre lambda, c'est une lettre grecque, qui s'exprime souvent en nanomètres. D'accord? Je reviens rapidement ici aussi sur le spectre continu, à savoir que
Le violet se situe à peu près à 400 nanomètres et le rouge jusqu'à 750 nanomètres. Ça, ce sont toutes les couleurs que notre œil peut voir, c'est ce qu'on appelle le domaine du visible, donc c'est à connaître. Très bien. Autre partie importante concernant la lumière, finalement, c'est tout ce qui concerne les lentilles convergentes et l'œil. Donc déjà, commençons par revenir sur l'œil et les éléments importants de l'œil qu'il faut absolument connaître, hein. Donc ici, lorsqu'on regarde notre œil, la partie qui se situe, qui protège notre œil, finalement, c'est ce qu'on va appeler la cornée. Ensuite ici, donc nous, ce qui est représenté par le disque noir, c'est par là qu'entre la lumière, c'est ce qu'on va appeler la pupille. Ensuite, ce qui permet d'augmenter ou de diminuer le diamètre de la pupille, et qui est coloré dans notre œil, ce qu'on va appeler l'iris. Derrière la pupille que l'on ne voit pas évidemment, il va y avoir ce qu'on appelle le cristallin, qui va jouer le rôle de lentille, hein. C'est le cristallin qui va dévier la lumière qui va entrer dans notre œil. Et l'image de ce qu'on va observer, des objets que l'on va observer, va se former ici sur ce qu'on appelle la rétine. Et je vous rappelle, hein, que pour voir un objet, lorsqu'on voit un objet net, c'est que l'image de cet objet se forme sur la rétine. Si on le voit flou, c'est que son image ne se forme pas sur la rétine, et donc il existe des moyens de correction, hein, en rajoutant notamment des lentilles, pour que l'image puisse se former sur la rétine. Alors en optique, lorsqu'on veut modéliser un œil, notamment en TP, en fait, on va utiliser trois éléments importants. Pour modéliser notamment l'iris, c'est-à-dire ce qui régit la quantité de lumière qui entre dans l'œil, on va utiliser en optique ce qu'on appelle un diaphragme. Un diaphragme. Pour jouer le rôle du cristallin, puisque je vous expliquais que le cristallin permet de dévier la lumière, en fait il joue le rôle d'une lentille convergente, donc en TP, en optique, on va utiliser justement une lentille convergente pour représenter le cristallin. Et la rétine, où se forment les images, hein, je vous ai expliqué, dans le cas du matériel optique, on va utiliser évidemment un écran, hein, comme on a pu le faire en TP. Comme on l'a fait en TP, souvenez-vous. L'écran, c'est là où se formait l'image des objets que l'on a observés. Très bien. Alors, comment fonctionne une lentille? Donc une lentille, lorsqu'elle reçoit des rayons lumineux, elle va les dévier. Alors, elle ne va pas les dévier n'importe comment, et il va falloir être capable de représenter graphiquement l'image d'un objet que l'on va noter AB à travers une lentille convergente. Je vous rappelle que le symbole de la lentille convergente, c'est cette double flèche. Alors comment on va le faire? On va prendre trois rayons lumineux particuliers, trois rayons lumineux qui sont issus du point B de l'objet, et on va les tracer. Alors, j'ai commencé à les tracer. Donc, il existe trois rayons particuliers. Donc, le rayon qui est parallèle à ce qu'on va appeler l'axe optique. Ici, l'axe horizontal que j'ai mis en bleu, c'est l'axe optique. Ce rayon qui est parallèle à l'axe optique, lorsqu'il traverse la lentille, il est dévié. Alors, il n'est pas dévié n'importe comment. Il est dévié de façon à passer par ce qu'on va appeler, et je vais le rappeler après, le foyer image f' de la lentille. Le foyer image. Ensuite, deuxième rayon particulier, c'est le rayon qui passe par ce qu'on appelle le point F, c'est-à-dire le foyer objet de la lentille. Et ce rayon, lorsqu'il va être dévié, il ne va pas être dévié n'importe comment, il va être dévié de façon à ressortir parallèle à l'axe optique. Je vous rappelle, l'axe optique, c'est l'axe que j'ai représenté en bleu. Et il y a un troisième rayon qui sera encore plus facile à tracer, c'est le rayon qui est issu du point B toujours, mais qui passe par ce qu'on appelle le centre optique, le point O, c'est-à-dire en gros le milieu de la lentille. Et donc ce rayon, en fait, c'est le seul à ne pas être dévié. Et donc si on fait bien notre tracé, les trois rayons vont se couper en un point. Ce point, c'est qu'on va appeler B', c'est l'image du point B à travers la lentille. Et ça va ainsi définir notre image, qu'on va noter A'B', c'est-à-dire l'image va être comme ça, c'est-à-dire on va tracer la perpendiculaire à l'axe optique en passant par le point B', donc ça va être l'image, hein, on va la faire en vert, et donc on va définir deux points importants, le point A', qui est donc l'image du point A correspondant à l'objet, donc le point A' il est ici, et
On va définir aussi le point B'. Donc le point B', c'est l'image du point B à travers la lentille, voilà, qui est ici, qui correspond à l'intersection des trois rayons que l'on a tracés. Je vous ai parlé brièvement des points O, F et F'. Donc O, à connaître, c'est ce qu'on va appeler le centre optique de la lentille. Le centre optique de la lentille. Voilà. F', c'est ce qu'on va appeler le foyer image. Foyer image de la lentille. Et F, c'est ce qu'on va appeler le foyer objet de la lentille. Alors vous remarquerez que le foyer image et le foyer objet, ils ne sont pas placés n'importe où par rapport à la lentille, ils sont symétriques par rapport à la lentille, et notamment le foyer image, donc la distance entre le point O et le point F', c'est ce qu'on va appeler la distance focale de la lentille. On en a parlé dans le cadre du TP. Et la distance focale, elle va se noter petit f'. Petit f'. Et cette distance focale, elle est donc égale à la distance entre le point O et le point F'. D'accord? Donc ici, vous avez la distance focale, vous avez des lentilles de distance focale 10 cm, 20 cm, etc. Comme on a pu voir en TP. On va définir aussi ce qu'on appelle le grandissement. Le grandissement, puisqu'on a vu qu'une image, elle peut être plus grande ou plus petite éventuellement que l'objet. D'accord? Et donc du coup, on va définir ce qu'on appelle le grandissement qui va se noter gamma. Alors c'est une lettre grecque encore une fois, hein, la lettre gamma. Alors la lettre gamma, je vais la représenter ici. Gamma, qui va être égal à quoi? Qui va être égal, alors il y a un signe moins, je vais revenir là-dessus juste après, qui va être au rapport de la taille de l'image divisé par la taille de l'objet, c'est-à-dire A', B' divisé par la taille de l'objet. Alors pourquoi un moins? Tout simplement parce qu'ici on remarque que l'image est à l'envers par rapport à l'objet, on dit qu'elle est renversée en optique par rapport à l'objet, et donc c'est pour ça que le grandissement sera négatif, c'est-à-dire un signe moins va apparaître. Donc ça on l'a vu aussi dans le cadre du TP, et le grandissement peut se calculer de deux façons différentes, puisqu'en réalité, A'B' sur AB, bah, c'est aussi égal à OA' sur OA. Alors je vais revenir là-dessus. OA' sur OA. C'est-à-dire OA', hein, si on regarde bien, OA', c'est ce qu'on va appeler nous la position de l'image, hein, c'est-à-dire ici la distance entre le point O, c'est-à-dire le centre optique, et la position de l'image qui est située au niveau du point A', divisé par la position de l'objet, c'est-à-dire enfin la distance entre le point O et le point A. D'accord? Donc ces deux A'B' sur AB, c'est égal à OA' sur OA. Alors pourquoi? On pourrait le démontrer par simplement le théorème de Thalès. Alors je ne vais pas le faire ici, hein, mais ça se démontre assez facilement. En appliquant tout simplement le théorème de Thalès. Je vais le mettre entre parenthèses. C'est le théorème de Thalès qu'il y a derrière. Ok, très bien. Petite dernière chose, lorsqu'un objet est très loin, c'est-à-dire on dit en optique que l'objet est à l'infini, donc lorsqu'on observe un objet très loin à travers une lentille notamment, bah, l'image ne se forme pas n'importe où, elle se forme au niveau du foyer image, c'est-à-dire elle se forme au niveau du point F'. C'est-à-dire qu'en gros le point A' et le point F' sont confondus, c'est un cas particulier dans le cas où on aurait un objet qui est très loin, c'est-à-dire à l'infini. Voilà, donc je vous remercie, il faut absolument connaître évidemment toutes ces formules, hein, la composition de l'œil également, ainsi que les notions de spectre, donc je vous renvoie au TP que l'on a pu faire là-dessus, et notamment à l'application dans le cas des spectres des étoiles, ainsi que la loi de Descartes. Bien, je vous remercie, bonne journée.